Donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire. On commence avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, alors on est confronté à une séance pour laquelle je ne savais pas exactement encore hier matin ou hier après-midi je dirais le sujet que nous allions aborder, parce que c'est vrai que mercredi dernier, l'intégralité du webinaire était totalement dédiée à l'impact boursier et aux règles de money management que l'on peut déduire, que l'on peut attendre au niveau des élections françaises à venir. Et puis la semaine antérieure, donc il y a 2 semaines jour pour jour, nous étions sur le point mensuel X social. Là, vous l'avez évidemment vu, la plupart des grandes trames techniques boursières que l'on a développées ces derniers temps se sont accélérées ces toutes dernières heures pour une raison qui était particulièrement attendue. C'était évidemment l'invocation de l'article 50 du traité de Lisbonne par Theresa May, c'est-à-dire tout simplement la deuxième étape politique du Brexit, de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je parle de deuxième étape puisque naturellement, pour moi, la première, c'était évidemment le référendum historique du 23 juin et puis ses premières conséquences boursières, on va dire, dans le courant de la nuit du 23 au 24. Donc, cette date, du mercredi 29 mars, on la connaissait, elle a été dévoilée il y a une semaine. On en avait parlé à cette époque-là, à cette période plutôt, je dirais en analyse, en Good Morning Market, quelques rappels hier. Donc effectivement, le sujet a été tout trouvé, hein, puisque c'est vrai que l'accélération des trams m'oblige à mettre à jour avec vous ce que l'on voit au quotidien, ce que l'on voit au jour le jour, notamment ici sur l'indice allemand, sur le DAX 30 représenté en M30. Alors ça n'est rien d'autre finalement que la représentation habituelle des captures d'écran du contexte DAX dévoilé le matin. C'est également bien sûr la représentation du Good Morning Market dédié au DAX, du live trading l'après-midi. Bon, alors pourquoi le mettre à jour? Ben, évidemment parce que on est complètement sorti du cadre technique, des cotations, des valeurs finalement assez régulières que nous connaissions ces dernières semaines, et il faut le dire, c'était très répétitif, aux alentours des 12 000 points, qui nous servaient jusqu'à présent de frontière technique. Alors, avant toute chose, j'aimerais rappeler que à l'occasion des séances du 10 et 13 avril 2015, nous avions eu donc les records finalement historiques en termes de cotation au niveau de l'indice allemand, puisque nous avions alors à ce moment-là atteint globalement les 12 425, 12 430 points. Alors pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que le fait que ces derniers temps nous étions globalement autour des 12 000 points, c'est vrai qu'on se rapprochait sensiblement de ces valeurs-là, nous en étions à 400 points. J'ai insisté sur le fait qu'effectivement, pour moi, la prévision à moyen terme demeurait haussière, bien que l'on pouvait estimer quand même être déjà sur des marchés surachetés, en particulier depuis le 8 novembre, depuis l'élection de Donald Trump et le rallye haussier qui s'en est suivi, au niveau du dollar américain, au niveau des grands indices occidentaux. Bon, moi je ne parle toujours pas je ne veux toujours pas en tout cas valider de propos de surachat en disant que le marché est suracheté, même si ça peut, si on peut on pourrait le laisser, je dirais, on pourrait s'y attendre, on pourrait le laisser penser. C'est vrai que finalement, il ne fait que monter depuis globalement 3-4 mois. On peut se dire à un moment quand même à quel moment il va corriger, à quel moment il va descendre. C'est toujours pas le cas, clairement. Et donc j'insiste sur la prévision qui avait été présentée ces dernières semaines, c'est-à-dire que je continue de penser que nous allons, au niveau des indices européens, atteindre et même battre de nouveaux records historiques. Donc c'est-à-dire que désormais, le propos est assez simple puisque nous ne sommes plus finalement qu'à 200 points à l'instant T de ce record-là. Mais enfin, il était déjà présenté quand nous étions sur les 11 500 et 12 000 points. Donc je ne vois pas de gros changements de trame au niveau fondamental qui pourraient justifier à court terme une violente correction. Tout au plus, un retour sur les 12 000 points ne me choquerait pas, c'est-à-dire un retour finalement sur la trame technique que nous connaissions ces derniers jours. J'aimerais quand même rappeler que nous n'avons pas grand-chose au niveau du calendrier économique cette semaine. On s'attardera simplement sur une publication par jour finalement pour les 3 séances qui nous attendent. Aujourd'hui, les stocks de pétrole américain, si les stocks encaissent une forte baisse, vous savez que ça a plutôt tendance à faire progresser les prix du WTI et du Brent par corrélation, un petit peu les indices occidentaux également. À l'inverse, comme ça a été le cas la semaine dernière, avec une progression de 4 950 000 barils au niveau des stocks américains, plus
plus 5 millions globalement, on avait encaissé un mouvement baissier sur le Brent et le WTI. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas des valeurs pétrolières, on en a déjà longuement parlé lundi et mardi, hier et avant-hier. Vous savez que, enfin les clients savent que en ce qui concerne le Brent, pour pouvoir valider vraiment le rebond actuel, le timide rebond actuel, j'attends quand même la valeur de 53 $, on est encore un petit peu loin, on est aussi globalement sur les 51.5, 51.6. Demain, la publication centrale qui m'intéressera sera effectivement celle du PIB américain qui pourrait permettre de progresser encore un petit peu, la publication finale en rythme annuel du PIB américain entre le quatrième trimestre 2016 et entre le quatrième trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2016. Donc on aura l'occasion de voir un petit peu ce qu'il en est à ce moment-là. C'est la seule publication qui m'intéressera pour demain. Et enfin, pour, je dirais, vendredi, bon, j'exagère en disant qu'il n'y en a qu'une seule qui m'intéressera véritablement. En réalité, il y en a deux, trois temps forts. Bon, effectivement, dans le courant de la nuit, nous aurons l'occasion avec les clients de ne surtout pas rester ouvert au niveau des indices occidentaux. Par exemple, je fermerai donc jeudi après-midi, idéalement au plus tard jeudi soir, mes opérations ouvertes sur l'indice allemand, de sorte à éviter le risque de gap d'ouverture vendredi matin suscité dans une moindre mesure par les publications japonaises, mais surtout par le fameux PMI manufacturier chinois qui pour moi concentre chaque mois, je dirais, mes craintes au niveau des gaps d'ouverture le lendemain à 8 heures. Bon, c'est le premier temps fort. La véritable publication qui m'intéresse, qui pour moi est essentielle vendredi, c'est effectivement à 10h30. D'ailleurs, on la découvrira dès les premières secondes finalement du Good Morning Market, la séance matinale. Le PIB britannique pour le quatrième trimestre. Il s'inscrit dans un cadre assez intéressant, encore une fois, puisque vous savez qu'aujourd'hui, je le rappelle, Theresa May invoque l'article 50. Alors, il est beaucoup trop tôt, il faut être très clair, il est beaucoup trop tôt pour estimer les conséquences du Brexit au niveau des chiffres économiques, déjà parce que factuellement, le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne, au moins jusqu'à fin mars 2019, parce que vous savez que l'invocation de l'article 50, ça permet d'ouvrir la voie à 2 ans de négociation. Certaines sources, bon on verra, certaines sources disent que d'ailleurs cette durée pourrait être prolongée, on verra bien, on n'en est pas encore là. Mais ça permet au moins d'estimer quand même depuis les 9 derniers mois, depuis le référendum, les conséquences au niveau des craintes, des flux de capitaux, des flux touristiques, de la baisse massive de la livre sterling. Donc on est un petit peu, pour rester poli, on est un petit peu... oui, bon, le cul entre deux chaises, littéralement, c'est-à-dire que on est effectivement sur quand même une estimation des premières conséquences liées au Brexit, mais ça n'est pas à proprement parler suffisant. Le Royaume-Uni étant encore dans l'Union européenne, pour saluer un bon chiffre comme étant la conséquence stricte, comme étant la conséquence totale du référendum, et inversement, s'il devait y avoir de mauvais résultats, on ne pourrait pas non plus complètement jeter la pierre sur le gouvernement conservateur de Theresa May. Donc c'est un petit peu, voilà, on est un petit peu à cheval parce qu'il est bien évident que la baisse de la livre sterling, les flux touristiques en progression, les nouvelles marges à l'export pour les grandes entreprises, notamment du FTSE, n'ont pas attendu ces 2 ans de négociation pour être bel et bien présentes. Donc il y a une partie qui est quand même estimable et l'autre absolument pas. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué dans ce contexte-là. Et enfin, en après-midi, pendant le live trading, le PMI de la région Chicago, bon, beaucoup moins important, mais qui sera quand même l'un des temps forts de l'après-midi. Voilà, un petit peu pour ce contexte-là. Finalement, on se rend compte que les quelques publications attendues pourraient nous permettre peut-être, je ne dirais pas d'aller rallier les 12 430 points, le record historique, au niveau du DAX, mais on va quand même reprendre, je vous propose que l'on reprenne effectivement les résistances que nous avions tracées. C'était il y a 3 semaines, 3 ou 4 semaines, je ne sais plus exactement. L'enregistrement est évidemment disponible sur YouTube et puis sur notre site. C'est-à-dire que le mercredi 1er mars ou le mercredi 8 mars, je ne sais plus exactement, nous avions à l'époque effectivement fait un gros point sur le DAX, pour déjà présenter ou plutôt représenter les niveaux qui nous servaient en live trading fin 2014 et début 2015, en particulier au printemps 2015, en avril, lorsque les espoirs suscités par le quantitative easing, par la planche à billets de la BCE, qui avait été présenté de souvenir le jeudi 22 janvier 2015, mais qui n'avait pu être réellement activé qu'en mars, et bien quand ces espoirs-là avaient propulsé sur leur plus haut niveau historique la plupart des indices européens. Alors avant toute chose, je pense que le mieux,
parce qu'on ne va pas faire vraiment de tracés techniques aujourd'hui, puisqu'on les avait déjà fait il y a 3 semaines, mais c'est important quand même de rappeler les quelques niveaux que nous avions placés, que nous avions tracés, parce qu'évidemment, ces zones-là, plus que jamais, et on risque de les tester, je pense, dans les prochaines semaines, et c'est d'autant plus important parce qu'à l'époque, nous n'avions pas une telle proximité avec les plus hauts historiques. Alors je dis nous n'allons pas tracer de nouveaux objectifs, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même, effectivement, en M30, donc chaque chandelier représente une demi-heure d'évolution, mais je pense qu'on peut tout à fait le distinguer également sur de plus petites unités de temps, je pense au M15 ou au M5. Nous avons quand même ce canal haussier qui vient valider ma préférence de ces dernières semaines, haussière. Je rappelle, avec les clients, nous avions validé ces derniers jours la totalité de nos opérations DAX à la hausse. Et je vous envoie immédiatement la capture d'écran. Alors, il y a quelque chose qui va être problématique. Fin 2014, début 2015, lorsque le DAX battait de nouveaux plus hauts historiques. Alors, juste avant de finir cette phrase, est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous avez bien reçu la capture d'écran, le lien de la capture d'écran? Oui, merci pour la confirmation. Donc fin 2014, début 2015, lorsque nous avions, avec les clients, lorsque nous étions confrontés à de plus hauts historiques, on était bien embêtés. De la même manière que depuis le référendum, je dirais, britannique, les investisseurs sur le FTSE sont également bien embêtés. Pourquoi? Mais parce que comment voulez-vous tracer des résistances sur des niveaux qui n'ont jamais existé? Quand on trace un objectif, un support, une résistance, on se repose évidemment sur une représentation du prix, généralement sur les chandeliers japonais. On vient relier des plus hauts, on vient relier des plus bas. Mais lorsque nous sommes déjà sur les plus hauts historiques, comment s'attarder sur des chandeliers qui n'ont jamais existé au-dessus, par exemple dans le cas d'une volonté de tracer de résistance. Bon. À l'époque, on n'avait pas 50 solutions. Et je pense qu'on risque d'être confronté exactement à ce même problème-là si ma prévision, mon analyse se valide. Seule chose pertinente à faire de mon point de vue, malheureusement, c'est de tracer des résistances un petit peu psychologiques. Je dis malheureusement parce qu'évidemment, on n'a absolument pas la certitude que l'écart de 50 points que je présente, 12 450, 12 500, 12 550, déjà on n'est absolument pas certain que cet écart soit le bon. Pour distinguer des valeurs psychologiques, moi j'ai tendance, je dirais, c'est peut-être une erreur, mais j'ai tendance à penser que l'indice allemand résonne beaucoup par palier de 25 points. On pourrait tracer tous les petits niveaux de 25 points au-dessus des 12 430. Ça va énormément surcharger le graphique, je ne pense pas que ce soit extrêmement pertinent. Tracer uniquement les niveaux de 100 points, donc les 12 400, 500, 600, 700, là à l'inverse, je crains que nous manquions de précision et que l'on doive s'attarder d'un niveau à l'autre quand même sur des amplitudes extrêmement importantes parce que 100 points tel que nous traitons le DAX, c'est énorme. Donc, en coupant la poire un peu en deux, je me suis rabattu sur cette idée de tracer seulement des niveaux de 50 points. D'une part, c'est totalement subjectif. Il n'y a aucune objectivité là derrière, c'est un point de vue vraiment personnel. Je n'ai absolument aucune certitude que le marché va vraiment raisonner sur 50 points. C'est malgré tout ce que nous avions fait à l'époque, fin 2014 et début 2015. J'en garde un bon souvenir parce que on avait vu à l'époque que le marché réagissait bien sur ces niveaux-là. Parce qu'il faut bien imaginer qu'on n'est pas les seuls dans ce cas de figure à tâtonner. L'ensemble des opérateurs tâtonneraient effectivement en se disant bon, si on doit continuer ce rallye haussier, soutenu toujours par les espoirs outre-Atlantique de croissance, de relance de la croissance par Donald Trump, dérégulation totale des marchés, soutenu également par ce Brexit, soutenu pourquoi pas par quelques publications au niveau du calendrier économique. Bon, toujours est-il que les mauvaises nouvelles actuellement, elles glissent sur le marché comme sur du téflon, c'est-à-dire que il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles économiques ces derniers temps, on peut notamment penser à la récente balance commerciale chinoise. Le marché ne réagit pas, il n'a pas corrigé. Donc pour moi, ça témoigne quand même de la volonté des grandes mains de continuer ce rallye. On ne sera pas les seuls à être embêtés au-dessus des 12 435. L'intégralité des opérateurs se poseront la question. Naturellement, cet aspect psychologique, il faudra le renforcer sur les niveaux sur les niveaux évidents. Les 12 500 auront un caractère bien plus psychologique, un caractère qui risque, une valeur qui risque de freiner les velléités haussières, bien plus par exemple que les 12 650, qui est moins psychologique. Je rappelle que plus une valeur est ronde, plus c'est psychologique, et donc plus généralement, c'est pas une science exacte,
généralement les opérateurs ont tendance à traiter ces valeurs-là au même titre que des valeurs qui sont des zones d'accumulation du prix, et donc qui se reposent finalement sur des chandeliers qui se reposent, comme le nom l'indique, sur du prix, sur des concentrations de prix, sur 3, 4, 5, 10, peut-être même seulement 2 points de contact au niveau de plus haut, de plus bas, dès lors qu'il s'agit de tracer des résistances et supports. Bon. Donc, à défaut de mieux, faute de mieux plutôt, je ne vois pas d'autre solution au-dessus des 12 430. Vous voyez peut-être deux lignes très proches, deux lignes complètement parallèles, justement sur 12 430. Ce sont nos retracements de Fibonacci. C'est évidemment les 100% de, excusez-moi, les 0% de long terme et les 100% de moyen terme. Si vous le souhaitez, je renverrai capture d'écran à ce niveau-là. Donc, autrement dit, une fois les 12 430 ralliés, si on devait y aller, effectivement, on n'aurait pas d'autre choix que de se concentrer sur des résistances psychologiques, des niveaux un petit peu ronds. Il faut être très clair sur une chose. Je ne vise jamais, les clients le savent par cœur, je ne vise jamais, en termes de take profit ou de stop loss, le niveau exact indiqué par un support des résistances. Ici, nous serions dans un schéma de maintien de la tendance haussière. Dès lors qu'il s'agit de traduire une résistance en take profit, je m'arrête toujours avant. Et ce sera d'autant plus vrai ici, parce que je crains toujours à proximité d'une résistance le phénomène de pullback, techniquement, c'est-à-dire que l'on se rapproche d'une résistance, les cotations butent dessus, et le marché fait un petit peu demi-tour, il repart, il corrige finalement, il repart un petit peu en contre-tendance. Typiquement, on a un très bel exemple, on a plein de très beaux exemples sous les yeux, mais là, ce qui s'est passé, bon, c'est une résistance oblique, peut-être pas très pertinente, celle qui a été tracée sur petite unité de temps tout à l'heure, mais tout de même, on allait chercher, on aurait pu la tracer seulement avec les chandeliers les plus hauts, de 21h30 à 22h hier soir, clôture américaine, et les plus hauts de pas hier soir, pardon, avant-hier, donc lundi, le 27, et les plus hauts d'hier, 17h, 17h30, 18h. Bon, donc on aurait pu se contenter de tracer effectivement cette résistance avec ces plus hauts. Et on aurait été effectivement confronté visuellement à ce phénomène de pullback, précisément entre 9h et 10h ce matin, c'est-à-dire que nous sommes rapprochés finalement, via le maintien du biais haussier, de cette résistance avant d'avoir un petit phénomène de correction. Il n'est pas extrême, il se traduit seulement sur une trentaine, quarantaine de points, globalement entre 12 260 et le niveau actuel qui en plus est un niveau horizontal, une résistance, pardon, parce qu'effectivement on est légèrement en dessous à l'instant T. Donc là typiquement on a eu un petit phénomène de rejet. S'il fallait dans les prochains jours, prochaines semaines plutôt, travailler sur des niveaux inconnus, comme les 12 500. Donc j'aurais tendance par exemple, en termes de take profit, à viser 12 535, 12 540 pour traduire la résistance la plus proche qui reste inconnue, je le rappelle, des 12 550. Je n'aurai jamais en termes de take profit ce niveau exact. De temps en temps, les clients le savent, je me permets de ne pas viser le niveau le plus proche, mais le niveau secondaire. C'est-à-dire que par exemple, dans le cas présent, je n'aurais pas visé les 12 290, la résistance la plus proche, que j'aurais certainement traduit en termes de take profit sur 12 280, mais j'aurais peut-être visé la résistance supérieure de 12 350, en le traduisant en termes de take profit sur 12 335, 12 340. Bon, il m'arrive de tabler sur le fait que la résistance la plus proche ou le support le plus proche soit prochainement rompu et donc nous allions plutôt viser, que ce sera plus rentable, plus intéressant pour nous, viser le deuxième niveau. C'est vrai dès lors que le marché est très fortement, ce que j'aime bien appeler, balisé, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps, il y a eu une grande récurrence, comme ça a été le cas justement ces derniers temps, essentiellement depuis le 21 février autour des 12 000 points, à force de voir que telle résistance est rompue et qu'effectivement le marché a tendance à se diriger sur le niveau suivant, il m'arrive de viser directement la deuxième résistance ou le deuxième support. Bon. Il est bien évident que à proximité des plus hauts historiques, et surtout au-dessus de ces plus hauts-là, ceux établis en avril, le 10 et 13 avril 2015, je ne me le permettrai plus. Je me contenterai de viser uniquement le support, la résistance la plus proche. Parce qu'on travaillera à tâtons, un petit peu dans le flou, un petit peu dans, je dirais, oui, un petit peu dans le vague, et donc il ne sera pas du tout pertinent, il sera même plutôt dangereux, risqué, notamment pour notre money management, de tabler sur la rupture d'un niveau inconnu, et de se dire, bon, les 450 ne sont pas aussi psychologiques que les 500, le marché a de bonnes chances, a de fortes probabilités de rallier les 500. Ce ne sera pas ma logique. On cherchera en tout cas à être conservateur à proximité de ces plus hauts-là, et surtout s'ils devaient être rompus. C'est très important de le mentionner,
Tout ce que je dis ici au niveau du DAX est complètement réplicable de mon point de vue sur les autres indices européens. On peut penser au FTSE. D'ailleurs, la question finalement, ces règles ne sont qu'un rappel par rapport à ce qu'on a eu justement au plus fort du rallye britannique fin d'année, enfin, au deuxième semestre 2016 et puis en début d'année 2017. C'est vrai aussi pour le CAC. C'est vrai globalement pour la plupart des indices européens. Il faut garder à l'esprit également que contrairement aux indices américains, nous, il nous reste un peu de marge de manœuvre pour rallier ces plus hauts historiques. Les indices américains, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, depuis l'élection de Trump, ne cessent de battre de nouveaux records. En ce moment, ils se sont un petit peu calmés, mais enfin, on est quand même toujours sur des plus hauts historiques. Et donc, tout ce commentaire-là, finalement, d'utiliser des résistances psychologiques, mais via un travail conservateur, c'est-à-dire de ne pas tabler sur la rupture d'un niveau pour viser le deuxième, mais de tabler uniquement sur le niveau le plus proche, eh bien, c'est complètement réplicable. De mon point de vue, c'est plus que jamais vrai côté américain, parce que s'il fallait traiter le Dow Jones, le Nasdaq, le Russell, le S&P évidemment, eh bien, ce ne serait pas une hypothèse, ce serait déjà une réalité, et c'est une réalité depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans le cas du DAX, on a certes encore 200, 250, 200, 210 points avant ce plus haut historique. Bon, c'est la porte d'à côté, mais c'est pas encore totalement une réalité. Alors, j'espère quand même que les espoirs à nouveau suscités par le Brexit permettront dans les prochains jours de rallier ces plus hauts historiques. Il n'y a pas de certitude là derrière, nullement. Un retour sur les 12 000 points ne me dérangerait aucunement, parce que finalement, on ne ferait que reprendre, on ne ferait que copier-coller finalement ce que l'on a fait ces dernières semaines. Voilà. En l'occurrence, on va d'ailleurs compléter un petit peu le tracé avec au niveau de mon code couleur une petite ligne horizontale orange. Les clients le savent. En rouge et en gris, j'indique pour moi les niveaux les plus pertinents, les plus fiables. Et en orange, de petits niveaux intermédiaires qui n'ont pas le même degré de fiabilité, qui sont beaucoup plus légers et qui n'ont pas vocation à présenter une véritable force de résistance face à un retour des cotations à proximité. Pourquoi j'ai tracé cette petite ligne orange sur 12 256, 12 260 ? Globalement parce que c'est les cotations les plus hautes d'aujourd'hui. Pour être plus précis, ce serait plutôt 12 265. En réalité, avec cette représentation en M30, le fait de le tracer sur 255, 256 me permet tout simplement de rallier le prix de clôture du chandelier de 9h30 à 10h ce matin et le prix d'ouverture évidemment du chandelier suivant, puisqu'il n'y a pas eu de slippage, il n'y a pas eu de gap. Bon, voilà. Donc on est effectivement, pour le moment, on va chercher à travailler sur la même stratégie que ces dernières semaines, c'est-à-dire que je vais plus que jamais, et comme ça a été fait ces derniers temps, tenter d'acheter le marché sur des creux. Ça se matérialiserait ici sur des petites phases de correction, pourquoi pas au travers de ce support oblique. Bon, je peux donner la valeur à l'instant T, mais comme il est oblique, évidemment, cette valeur sera obsolète d'ailleurs dans 6 minutes à 13h30, mais globalement, là, ça pourrait m'intéresser d'avoir un buy limit, donc un ordre différé d'achat, avec un prix d'entrée inférieur aux cotations actuelles, la définition d'un buy limit. Par exemple, au travers des 12 190, au plus près de ce support oblique, pourquoi pas un renforcement, un split, un petit peu au-dessus du support des 12 120, et un stop loss en dessous des 12 065. Mon take profit serait évidemment bâti au sein de ce canal ascendant, mais en dessous de cette petite ligne orange, pourquoi pas sur les 12 245, 12 250. Il va falloir être prudent, il va falloir être très conservateur au niveau du money management, il ne faudra pas faire n'importe quoi, parce qu'encore une fois, ce sont des niveaux qui, même s'ils ne représentent pas les valeurs historiques, je n'ai pas la date exacte en tête, mais c'est tout de même les plus hauts depuis. Alors, on va dézoomer. Hop. Depuis. Eh ben oui, c'est bien, c'est le même mois, c'est depuis avril 2015. Donc, je pensais qu'on avait eu l'occasion depuis avril 2015 de retester globalement les 12 200. Non. Donc, je rappelle qu'avril 2015, et plus précisément les dates du vendredi 10 et du lundi 13 avril, sont celles justement des véritables records, 12 430 globalement. Bon. Voilà, donc on va être, si on zoome un petit peu en M5, on va être quand même sur une petite phase correctrice qui s'exprime essentiellement depuis 10h du matin. C'est pour ça que
je vous invite vraiment, s'il fallait alourdir, à avoir une amplitude assez forte. Par exemple, ce que j'aime bien faire généralement, c'est splitter à hauteur de 80 à 100 points quand la volatilité est très forte, ce qui est le cas ici. Donc peu de volume, un money management, je dirais conservateur, une orientation qui pour moi à moyen terme reste en direction des plus hauts historiques, d'un nouveau record plutôt. Même si je n'exclus pas un petit retour à proximité des 12 000, des 12 400, enfin des 12 000 points, pardon, tout simplement, des 12 000 points, comme ça a été le cas hier, ce serait absolument pas un problème. Mais on a ici quand même une première tentative sur 2017, une première nouvelle tentative assez forte pour allier véritablement ces plus hauts historiques. Donc c'est la porte d'à côté, on surveillera tout ça attentivement d'un jour à l'autre évidemment, hein, toujours pareil, au travers du site, au travers du contexte d'Ax30 dévoilé sur TradeBit, au travers des good morning market, bien sûr des séances de live trading, et celle de ce soir à partir de 18h promet justement d'être un petit peu agitée par cette modification de trame. Donc le pétrole, j'en ai déjà beaucoup parlé hier et avant-hier, je ne reviens pas dessus, il n'y a pas de gros changements notables, je dirais, à ce niveau-là. Euro-USD reste à proximité des 1,0800, donc même son de cloche, il n'y a pas de grand intérêt de mon point de vue à redire ce qui a déjà été dit hier. Voilà pourquoi ce webinaire était intégralement dédié au DAX. S'il y a des questions, je vous invite à les poser, à tout de suite. Voilà. Jean-Marc me dit, Dorian, même si vous ne parlez pas d'euro-dollar, pourriez-vous envoyer la capture d'écran? Oui, bien sûr. On touche un tout petit mot. Très rapide. Je suis très content évidemment parce que ça part à la baisse. Vous vous souvenez du petit scénario en mauve avec le point d'entrée possible à 1,0915 qui est désormais obsolète puisqu'il n'a jamais été atteint. Et donc on va pouvoir partir sur ma préférence, je l'espère, toujours pareil, hein, au travers du renforcement actuel du dollar après avoir atteint des plus bas face à l'euro, face au yen également de ces 4-5 derniers mois. Alors vous vous en souvenez, moi j'attends avant tout la rupture des 1,07 1,0710, 1,0715 pour pouvoir revenir sur le marché. Voilà. Donc je suis assez content parce qu'effectivement ce petit scénario en mauve va pouvoir devenir rapidement obsolète. Il ne s'est jamais ouvert, tant mieux, donc il n'y a pas d'incidence financière. Il n'avait pas ma préférence et j'ai hâte que, enfin j'espère en tout cas, que l'on pourra rallier et que l'on pourra casser dans les prochains jours les 1,0710 parce que qui dit renforcement du dollar dit effectivement en parallèle potentiellement un biais à nouveau haussier sur les indices occidentaux. Ali, je pense que tout simplement vous n'êtes pas chez le même courtier, c'est pour ça que vous avez cet écart. Voilà, nous on est lié directement aux cotations réelles des futurs. Voilà. Ok, ça me semble être tout au niveau des questions, je n'en vois pas d'autres. Si, Adrien me dit, question, comment tracer les lignes grises sur XTB pour déterminer les objectifs? Alors, ben, c'est tout bête, hein. Je vais prendre un graphique peut-être un peu plus épuré, pour que ce soit un peu plus visuel. Tiens, on va aller sur USD-CAD. Voilà, j'ai rien quasiment dessus, à part mes Fibonacci. Bon, ben, d'ailleurs, je vais les virer. En fait, sur la partie gauche de votre cadre, de votre graphique, vous avez tout un tas d'outils. Vous avez évidemment les outils techniques, l'analyse technique, les indicateurs, les oscillateurs. Le quatrième bouton, en partant du haut, c'est celui dédié justement au tracé, aux lignes de tendance, aux lignes horizontales, aux lignes verticales. Par rapport à votre question, Adrien, je vais prendre deux exemples. Hein. Je vais placer voilà, une oblique et puis une horizontale. Alors là, ça a gardé en mémoire les dernières couleurs que j'ai utilisées. D'accord? Donc normalement, ça. Enfin non, même c'est sûr, ça garde toujours en mémoire pour le tracé suivant les précédentes couleurs utilisées. Si vous voulez les modifier, si par exemple vous avez, je sais pas, par défaut, ça doit être une couleur noire, hein, de souvenir, vous double-cliquez dessus, sur la ligne, vous allez pouvoir changer plusieurs choses, pas seulement en fait la couleur. Effectivement, vous avez l'onglet de couleur qui vous permet de mettre la couleur que vous souhaitez. Vous allez pouvoir surtout mettre un texte à proximité, changer la couleur, modifier l'épaisseur du trait, modifier même le style, le type de trait. Est-ce que c'est une ligne continue? Moi, je préfère les lignes continues. Est-ce que ce sont des pointillés? J'utilise les lignes continues quand ce sont des tracés horizontaux. Et j'utilise une ligne un peu plus épaisse et en pointillé quand ce sont des lignes obliques. Pour une raison toute simple, c'est par expérience, je sais que c'est un peu plus visuel, ça saute un peu plus aux yeux, plutôt que de n'avoir dans les deux cas, horizontaux et obliques, plutôt que d'avoir effectivement la même couleur, le même type de tracé. Ça c'est un peu plus visuel, ça saute un peu plus aux yeux quand on joue un peu avec le code couleur et le style de ligne. Voilà. Et après effectivement vous pouvez, via l'onglet visibilité, l'appliquer à telle ou telle unité de temps. Voilà, autant par défaut c'est coché, enfin toutes les unités sont cochées. Voilà. Même son de cloche, hein, pour la supprimer, au lieu de faire deux clics gauche sur l'outil,
Je vais en faire un seul, je le sélectionne et j'appuie sur le bouton Supr du clavier. Je pense qu'en faisant clic droit, oui, on peut faire aussi clic droit, supprimer. Ça revient à la même chose, mais bon, voilà, tout simplement. S'il y a la moindre hésitation à ce sujet-là, il y a 2 vidéos, même, oui, 2 vidéos, c'est sûr, je vais vous les retrouver, sur l'utilisation, sur les fondamentaux d'utilisation d'Xstation, d'une part, et d'autre part, sur l'utilisation du ticket d'ordre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément vous envoyer à tous la playlist correspondante. La voici, hop, sur notre chaîne YouTube. Donc c'est la playlist Xstation 5, hein, on s'est pas foulé sur le nom. Voilà, je vous ai envoyé le lien. Donc Adrien, dans votre cas, c'est effectivement la première vidéo qui vous intéresserait. Voilà, c'est une playlist toute simple, hein, de 5 vidéos. La première est assez longue, elle fait presque 1 heure. Ça permet de voir en fait toutes les fonctionnalités d'Xstation. Voilà. Ça marche, merci Adrien, c'est noté. D'accord Ali, parfait. Le mystère est résolu du coup. Super, bon, il n'y a pas d'autres questions visiblement. Alors, ce webinaire, cette petite vidéo, donc est enregistrée comme tous les mercredis. J'aurai l'occasion de la mettre en ligne d'ici 1 heure, je pense. Elle sera accessible à la fois sur YouTube et puis bien sûr sur notre site, sur TradeBit. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Bon appétit si vous n'êtes pas encore passé à table. Et puis rendez-vous bien sûr à partir de 18 h pour le live trading de ce mercredi, pardon. À tout à l'heure.